Nous sommes à l'époque du Japon féodal ancien, avec des sorcières, des samouraïs, et la présence imposante d'un shogun strict qui règne sur tout cela. Alors, imaginez ceci. Dans un monde où l'honneur est tout et où l'échec condamne un samouraï à devenir un Ronin, nous commençons avec un garçon nommé Kai qui court à travers la forêt. Puis, il s'effondre la tête la première dans un ruisseau. D'accord. Et que penses-tu de ce moment où la nature et le destin s'entremêlent ainsi? Hein? Eh bien, les samouraïs le trouvent. Remarquez qu'il y a des traces de griffures à l'arrière de sa tête. L'un des samouraïs, Oishi, essaie même d'enfoncer le visage de Kai dans l'eau, mais le garçon, vif d'esprit, se défend et attrape l'épée d'Oishi. Wow, c'est comme si le destin entrait en jeu immédiatement. La vie n'attend personne, n'est-ce pas? Exactement. Ensuite, leur maître, le seigneur Asano, emmène Kai avec eux dans la province d'Ako. Là, Kai développe un lien complexe avec la fille d'Asano, Mika, tandis que les autres samouraïs le méprisent, parce qu'il est un métis. Ce mélange d'amour et de préjugés, mec, ça montre vraiment à quel point les relations humaines peuvent être compliquées, non? Absolument. Et puis, on avance de plusieurs années. On retrouve Kai adulte, interprété par Keanu Reeves, de retour dans les bois. Alors que les samouraïs s'approchent de lui, ils sont attaqués par une bête gigantesque avec d'énormes bois. Kai attrape l'épée de Yasuno en un éclair et, frappe la poitrine de la bête avant qu'elle ne le traîne jusqu'à s'effondrer et mourir. Ouais, c'est une scène de folie. C'est comme si, tu sais, le champ de bataille de la vie ne te laissait jamais le temps de souffler. C'est ça. Même après cet acte héroïque, Kai rend l'épée à Yasuno, malgré le manque de respect sous-jacent dû à son statut de métis, et Yasuno parvient même à couper un morceau du bois de la bête. Puis, de loin, Kai aperçoit un mystérieux renard blanc avec un œil doré et un œil bleu. Ce petit détail ressemble à un présage, un signe du surnaturel tissé dans la trame de son destin. C'est sûr. Et puis la scène change lorsque les samouraïs reviennent. Mika, pleine d'inquiétude, cherche à voir s'il y a des blessés, tandis que son père, le seigneur Asano, sait très bien qui elle cherche. Pendant ce temps, la blessure de Kai est un message silencieux annonçant que des ennuis approchent. Ça pousse vraiment à réfléchir, non? Les petites cicatrices de la vie annoncent parfois la tempête à venir. Absolument. Dans un autre rebondissement, le seigneur Kira, maître d'une province rivale, arrive à Ako pour préparer la visite du shogun. Avec lui se trouve une sorcière saisissante, Mizuki, que Kai remarque immédiatement et signale à son nouveau maître, Oishi, qui rejette simplement cela comme un cas où Kai serait ensorcelé par la beauté. La sorcellerie au milieu de l'honneur et de la guerre. Cela semble presque trop fantastique et pourtant profondément ancré dans le drame humain. Exactement. Les choses prennent une tournure plus sombre lorsqu'une bagarre éclate avec l'un des hommes de Kira, surnommé le samouraï Lovecraftien. Yasuno, déjà ensorcelé à ce moment-là, est sur le point de révéler sa véritable nature. Kai, vêtu d'une armure rouge et d'un masque, affronte en duel le samouraï de Kira, mais finit par être vaincu. Le masque s'envole, le dévoilant au grand jour. N'est-ce pas là un véritable tournant, ce dévoilement symbolique, à la fois littéral et figuré, qui remet en question nos notions d'honneur et d'identité? Absolument. Peu de temps après, le shogun ordonne l'exécution de Kai, mais le seigneur Asano intervient et en assume la responsabilité. Kai est violemment battu jusqu'à perdre connaissance, puis Mizuki, la sorcière, perçoit la faiblesse d'Asano. Elle extrait un mystérieux liquide violet du bras de Kira et, souffle dessus, créant ainsi une araignée qui se faufile dans la chambre d'Asano. Une araignée, hein? C'est comme si l'univers disait « Hé, fais attention, ta vie est sur le point de changer radicalement. » Exactement. L'araignée rampe sur le visage d'Asano, libérant le liquide et l'ensorcelant. Dans son délire, Asano entend les cris de Mika, imaginant que Kira est en train de ravager sa fille. Dans un élan furieux d'honneur mal placé, Asano se blesse lui-même. Peu après, il est maîtrisé par ses propres hommes, alors que l'envoûtement se dissipe, révélant que Kira n'attaquait pas du tout Mika. Donc, ce tragique malentendu scelle son destin, et sa mort par seppuku marque la transformation de ses fidèles samouraïs en Ronin. C'est un sacrifice déchirant mais noble, tu ne trouves pas? Absolument. L'acte d'Asano vise à préserver l'honneur de son clan, et il ordonne à Oishi de protéger Mika. La cérémonie est solennelle.
Il sort vêtu d'un kimono blanc, sa mort étant à la fois honorable et tragique. Pendant ce temps, Kai, encore sous le choc de ses blessures, sent que quelque chose ne va vraiment pas. C'est comme si la vie écrivait cette tragédie épique où chaque instant est imprégné de sacrifices et de devoirs. Oui, et la tension ne fait qu'augmenter. Alors que Mika regarde son père commettre le seppuku, partagé entre le regret et l'honneur, Oishi, les yeux emplis de tristesse, décapite son maître. Le shogun proclame alors que les samouraïs sont désormais de véritables ronins. Deux femmes offrent à Mika une fiole de poison, espérant mettre fin à sa souffrance, mais elle les défie, affirmant qu'Ako n'est pas encore tombé. Il y a quelque chose de vraiment déchirant dans ce moment, cet instant suspendu entre le désespoir et la résilience. En effet. Avant de partir, le shogun accorde à Mika une période de deuil d'1 an avant qu'elle ne soit mariée à Kira, et il ordonne même à Oishi et à ses hommes de ne pas chercher à se venger. Mais comme tu peux l'imaginer, la vengeance est une braise ardente qu'on ne peut tout simplement pas éteindre. Je veux dire, peut-on vraiment réprimer l'esprit humain quand l'injustice règne? Exactement. 1 an plus tard, on voit Oishi être sorti d'un puits par sa femme, Riku, et le jeune Chikara. Pendant ce temps, Kai, qui a été vendu comme esclave dans une ville hollandaise, se retrouve à affronter en duel un homme difforme, et il l'emporte, décapitant son adversaire sous les acclamations d'une foule captivée. Là, c'est un vrai rebondissement, un choc de monde, presque comme si le destin jonglait lui-même entre l'honneur et la survie. Correct. Grâce à cette victoire, Kai et Oishi rassemblent les Ronin survivants, jurant de venger leur maître et d'envoyer Kira en enfer. Oishi prend une carte et les conduit jusqu'à un village où des épées légendaires les attendent, bien que les forgerons du village refusent d'abord de les aider puisqu'ils travaillent pour Kira. Kai intervient alors, repoussant les forgerons avec une telle fougue qu'il guide les Ronin jusqu'à un temple secret appartenant au Tengu, le lieu même de son enfance hantée. L'idée de retourner dans un passé hanté par la mémoire, mais d'en faire un tournant décisif, c'est un symbole assez fort, tu ne trouves pas? Oui. C'est presque comme si, le destin s'entremêlait à l'histoire personnelle. Au temple, Kai doit affronter une épreuve difficile. On lui dit de ne jamais dégainer son arme, quoi qu'il voie. Il affronte le seigneur Tengu, un homme au visage de serpent, qui le provoque en évoquant son enfance, avant de lui ordonner simplement de prendre une épée plantée dans le sol. Kai se bat férocement contre le maître Tengu jusqu'à ce qu'il manque de le décapiter. Et finalement, il s'empare de l'épée, prouvant qu'il a réussi l'épreuve, tout en veillant à ce que ses hommes restent à l'abri de l'illusion. C'est un moment de véritable force intérieure. L'épreuve n'est pas seulement physique. Il s'agit vraiment de surmonter les tourments intérieurs. C'est sûr. Puis, comme si l'intrigue n'était pas déjà assez complexe, Mizuki réapparaît, cette fois déguisée en geisha, pour infiltrer un village voisin. Elle séduit un Ronin juste avant que le village ne soit attaqué par les hommes de Kira. Elle libère ses pouvoirs de feu et même le samouraï Lovecraftien intervient pour semer le chaos, tuant certains Ronins et en brûlant d'autres vifs. Wow, on peut parler de trahison. La confiance vole en éclats comme du verre fragile quand l'ambition et la magie s'en mêlent. Exactement. Au milieu du chaos, le regret d'Oishi est profond, alors que les Ronins survivants font face à leur perte. Dans un échange émouvant, un Ronin corpulent nommé Basho avoue qu'enfant, il lançait des pierres à Kai. Reconnaissant sa souffrance, Kai lui pardonne alors même que Basho meurt. C'est un rappel saisissant que même dans les moments les plus sombres, le pardon peut être un acte de rédemption puissant, bien que douloureux. Oui. Puis Mizuki, dans un ultime acte de trahison, s'introduit dans la chambre de Mika et la nargue en lui annonçant la prétendue mort de Kai, Oishi et des Ronins. Elle va même jusqu'à glisser un couteau à Mika, brouillant la frontière entre sollicitude et cruauté. Wow, ce rebondissement est vraiment brutal. Ça te pousse à te demander jusqu'où on irait pour choisir la vengeance plutôt que le chagrin. Exactement. Et alors que la tempête de la rébellion gronde, les Ronins survivants, avec Yasuno qui présente de profonds regrets à Kai pour son manque de respect passé, signent un parchemin taché de sang jurant de se venger, un pacte solennel qui les marque comme les 47. Cela devient leur cri de ralliement alors qu'ils préparent leur ultime affrontement contre Kira. Chaque marque sur ce parchemin en dit long, c'est un témoignage d'honneur, de perte et d'une quête inébranlable de justice. C'est ça. Profitant du mariage de Kira et Mika, les Ronins lancent une attaque secrète.
Ils s'infiltrent à Akko en utilisant des artistes comme leurre et escaladent les murs, déclenchant une bataille féroce. Au milieu du chaos, Oishi engage un duel personnel avec Kira alors que la représentation déguisée atteint son apogée. C'est comme le final d'un grand opéra, un mélange de beauté, de chaos et d'une précision terrible, tout à la fois. Absolument. Alors que la bataille fait rage, Mika, déchirée entre le devoir et sa propre volonté, sort le couteau que Mizuki lui a donné et se jette sur Kira. Mais les gardes affluent, lui donnant une chance de s'enfuir. Pendant ce temps, Oishi affronte directement Kira et, dans un moment de rétribution implacable, il déclare « Découvre à présent la profondeur du courage de mon maître » avant de le décapiter. Cette réplique résonne vraiment. Ce n'est pas juste un combat. C'est une déclaration sur le prix de l'honneur et le poids de l'héritage. En effet. Et alors que la poussière retombe, les Ronins se rassemblent sur la tombe du seigneur Asano, ayant vengé sa mort tout en scellant leur propre destin tragique. Le shogun, reconnaissant leur honneur tout autant que leur crime, leur accorde la permission de commettre le seppuku comme ultime marque de respect. Une fin si sombre, honorable mais déchirante, comme une vie vécue à la frontière de la passion et du devoir. Exactement. Au milieu des cérémonies, Kai et Mika partagent un dernier moment d'étreinte tendre et un ultime baiser, se promettant de se retrouver dans une autre vie, même si Kai est destiné au seppuku. Oishi épargne Chikara afin que, d'une certaine manière, leur héritage perdure. C'est un rappel profond que, même face à un destin accablant, les liens d'amour et d'honneur ne se rompent jamais vraiment. Ils résonnent encore. Absolument. Cette épopée, pleine de chagrin et de bravoure, nous pousse à repenser ce que signifie vivre et mourir avec honneur. Et c'est, à bien des égards, l'héritage durable de ces 47 guerriers, une histoire d'amour, de perte et de la poursuite inlassable de la justice, quel qu'en soit le prix. Oui, c'est une saga qui continue d'inspirer et de susciter des questions difficiles sur le destin, l'honneur et les sacrifices que nous faisons en chemin. We're in a time of ancient feudal Japan, witches, samurai, and the looming presence of a strict shogun ruling over it all. So, picture this. In a world where honor means everything and failure leads to a samurai becoming a Ronin, we begin with a boy named Kai running through the woods, and then, he collapses face first into a creek. Right, and what do you make of that moment when nature and fate intertwine like that, yeah? Well, the samurai find him. Notice, there are claw marks on the back of his head. One of the samurai, Oishi, even tries to push Kai's face into water. But the boy, being quick-witted, fights back and grabs Oishi's sword. Wow, it's like destiny kicks in immediately. Life doesn't wait for anyone, does it? Exactly. Then, their master, Lord Asano, takes Kai with them to the province of Akko. Here, Kai develops a complicated bond with Asano's daughter, Mika, while the other samurai harbor disdain for him because he's a half-breed. That mix of love and prejudice, man, it really speaks to how messy life's relationships can be, right? Absolutely. And then, fast forward years, we see adult Kai, played by Keanu Reeves, back in the woods. As the samurai approach him, they're ambushed by a gigantic beast with huge antlers. Kai grabs Yasuno's sword in a flash and, smashes the beast's chest before it drags him until it collapses and dies. Yeah, that's a wild scene. It's like, the battlefield of life never gives you a moment to catch your breath. Right. Even after that heroic display, Kai returns the sword to Yasuno, despite the underlying disrespect because of his, half-breed status, and Yasuno even manages to cut off a piece of the beast's antler. Then, from afar, Kai notices a mysterious white fox with a gold eye and a blue eye. That little detail is like an omen, a sign of the supernatural woven into the fabric of his destiny. Sure is. And then the scene shifts as the samurai return. Mika, full of concern, searches for any injuries, while her father, Lord Asano, clearly knows exactly who she's looking for. Meanwhile, Kai's wound is a silent message that trouble's coming. It really makes you think, doesn't it? Life's little scars sometimes forecast the storm ahead. Definitely.
In another twist, Lord Kira, the master of a rival province, arrives in Akko, prepping for the shogun's visit. With him is a striking witch, Mizuki, and Kai is quick to notice her, reporting it to his new master, Oishi, who just dismisses it as a case of Kai being enchanted by beauty. Witchcraft amid honor and warfare. It sounds almost too fantastical, yet deeply rooted in human drama. Exactly. Things take a darker turn when a fight erupts with one of Kira's men, dubbed the Lovecraftian Samurai. Yasuno, already bewitched at this point, is about to show his true colors. Kai, donning red armor and a mask, duels with Kira's samurai, but ends up defeated. The mask flies off, exposing him to the world. Now, isn't that a turning point? The symbolic unmasking, both literally and figuratively, that challenges our notions of honor and identity? Sure is. Not long after, the shogun orders Kai's execution, yet Lord Asano steps in, claiming responsibility. Kai is brutally beaten until he's unconscious, and then Mizuki, the witch, senses Asano's weakness. She extracts a mysterious purple liquid from Kira's arm and breathes on it, creating a spider that slithers into Asano's room. A spider, huh? Now that's like the universe saying, hey, pay attention, your life is about to change dramatically. Exactly. The spider crawls over Asano's face, releasing the liquid and bewitching him. In his delirium, Asano hears Mika's cries, imagining that Kira is ravaging his daughter. In a furious burst of misguided honor, Asano wounds himself. Soon after, he's subdued by his own men as the bewitchment fades, revealing that Kira wasn't attacking Mika at all. So this tragic mix-up seals his fate, and his death by seppuku marks the transformation of his loyal samurai into Ronin. It's a heartbreaking yet noble sacrifice, wouldn't you say? Absolutely. Asano's act is meant to preserve his clan's honor, and he instructs Oishi to protect Mika. The ceremony is solemn. He goes out in a white robe, his death both honorable and tragic. Meanwhile, Kai, still reeling from his injuries, senses something is deeply wrong. It's like life's writing this epic tragedy where every moment is drenched in sacrifice and duty. Right, and the tension only escalates. As Mika watches her father commit seppuku, a blend of regret and honor, Oishi, with sorrowful eyes, decapitates his master. The shogun then proclaims that the samurai are now bona fide Ronin. 2 women offer Mika a vial of poison, hoping to end her suffering. But she defies them, insisting that Akko has not yet fallen. There's something so gut-wrenching about that moment, the cusp between despair and resilience. Indeed. Before the shogun departs, he grants Mika a year-long mourning period before she's wed off to Kira. And he even orders that Oishi and his men should not seek vengeance. But, as you can imagine, vengeance is a burning ember that just can't be extinguished. I mean, can you really restrain the human spirit when injustice is at play? Exactly. A year later, we see Oishi being pulled from a pit by his wife, Riku, and the young Chikara. And meanwhile, Kai, who was sold into slavery in a Dutch town, finds himself dueling a deformed man. And he wins, decapitating his foe to the cheers of a captivated crowd. Now there's a real twist. A clash of worlds, almost like fate's own juggling act between honor and survival. Correct. With that victory, Kai and Oishi gather the surviving Ronin, vowing to avenge their master and send Kira to hell. Oishi takes a map and leads them to a village where legendary swords await, though the village's sword makers initially refuse to help since they work for Kira. Kai then steps in, fighting off the sword makers with such passion that he guides the Ronin to a secret temple belonging to the Tengu, the very place from his haunted childhood. The idea of returning to a past haunted by memory, yet using it as a turning point, it's quite a powerful metaphor, don't you think? Yeah, it's almost like destiny intertwining with personal history. At the temple, Kai must confront
a challenging test. He is told never to draw his weapon, regardless of what he sees. He faces the Tengu Lord, a man with a face like a snake, who taunts him about his childhood before ordering him to simply take a sword lodged in the ground. Kai fights fiercely with the Tengu master until he nearly decapitates him, and finally, he secures the sword, proving that he has passed the test, all while ensuring his men stay safe from illusion. That's a moment of real inner strength. The test isn't just physical, it's all about overcoming inner turmoil. For sure. Then, as if the plot wasn't thick enough, Mizuki reappears, this time disguised as a geisha infiltrating a nearby village. She seduces a Ronin right before the village is ambushed by Kira's men. She unleashes her fire powers, and even the Lovecraftian samurai steps in to wreak havoc, killing some Ronin and burning others alive. Wow, talk about betrayal. Trust shatters like fragile glass when ambition and magic are thrown into the mix. Exactly. Amid the chaos, Oishi's regret cuts deep as the surviving Ronin confront their losses. In a moving exchange, a rotund Ronin named Basho confesses that as a child, he used to throw stones at Kai. Recognizing his torment, Kai forgives him even as Basho dies. It's a stark reminder that even in the bleakest moments, forgiveness can be a powerful, if painful, act of redemption. Right. Then, Mizuki, in a final act of treachery, creeps into Mika's room, taunting her with news of the apparent demise of Kai, Oishi, and the Ronin. She even slips Mika a knife, blurring the lines between care and cruelty. Man, that twist is just brutal. It forces you to ask, how far would one go to embrace vengeance over sorrow? Exactly. And as the storm of rebellion gathers, the surviving Ronin, with Yasuno, deeply apologetic to Kai for past disrespect, sign a blood-stained scroll vowing revenge, a solemn pact marking them as 47. This becomes their rallying cry as they plan their final stand against Kira. Every single mark on that scroll speaks volumes, a testament to honor, loss, and an unyielding quest for justice. Right. Under the cover of Kira and Mika's wedding, the Ronin launch a covert assault. They sneak into Ako using performers as decoys and scale the walls, igniting a fierce battle. Amid the chaos, Oishi enters into a personal duel with Kira as the disguised performance reaches its climax. It's like the finale of a grand opera, a mix of beauty, chaos, and terrible precision all at once. Definitely. As the battle unfolds, Mika, caught between duty and her own will, pulls out the knife that Mizuki gave her and lunges at Kira. But guards swarm in, giving her a chance to flee. Meanwhile, Oishi faces Kira directly, and, in a moment of stark retribution, he declares, "Know now the depth of my master's courage," before decapitating him. That line really resonates. It's not just a fight, it's a statement about the cost of honor and the weight of legacy. Indeed. And as the dust settles, the Ronin gather at Lord Asano's grave, having avenged his death while setting in motion their own tragic fate. The shogun, acknowledging their honor alongside their crimes, permits them to commit seppuku as a final mark of respect. Such a somber end, honorable yet heartbreaking, like a life lived on the edge of passion and duty. Exactly. Amid the ceremonies, Kai and Mika share one last moment of tender embrace and a final kiss, promising to meet again in another life, even as Kai is destined for seppuku. Oishi spares Chikara so that, in some way, their legacy endures. It's a profound reminder that even in the face of overwhelming fate, the ties of love and honor never truly sever. They echo on. Absolutely. This epic tale, full of heartbreak and valor, challenges us to rethink what it means to live and to die with honor. And that, in many ways, is the enduring legacy of these 47 warriors. A story of love, loss, and the relentless pursuit of justice, no matter the cost. Yep. It's a saga that continues to inspire and provoke tough questions about destiny, honor, and the sacrifices we make along the way.